Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est la Ford Puma Gen I. En version premium. Putain, j'ai réussi au premier coup. Fiche technique. Allez. Bon, on est d'accord pour dire que les fiches techniques, ça saoule tout le monde, alors on va l'expédier. 361 km, 43,6 kWh, NMC, transmission en roue avant, 124 kW, soit 169 chevaux, 290 Nm, 8 secondes, 160 km/h, 1563 kg, 11 kW, 100 kW, 23 minutes, 33 990 €, 38 990 €. Si vous voulez voir des chiffres précisément, c'est maintenant qu'il faut faire une pause. C'est déjà trop tard, on continue. Petite chose à préciser qu'on n'a pas dit dans la fiche technique. Donc c'est une version premium, ok? Donc elle est équipée en jantes. Putain, mais c'est où la taille des pneus? C'est un truc de fou. 19. Donc elle est équipée en 19 pouces. Et les pneus, ils sont très fins. On voit que c'est du combien? C'est tout petit, 225/40 R19. Et on peut avoir en option, même sur la premium, un downgrade de jantes et descendre à 17 pouces. Et du coup, avoir des meilleures consos que celle-là. Voilà. En fait, pour tout vous dire, je devais venir avec une version petite jante, mais un pneu était crevé. Voilà. Donc j'ai eu une version grande jante, c'est dommage. La question du jour, c'est est-ce que cette voiture-là, qui est dite très efficiente, peut battre cette voiture-là, qui est très efficiente, on le sait. Au moins en ville. À voir si en ville, elle peut le faire. Et ben, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo, c'est ça qui est fou. Après, il y a un mais. C'est qu'on pourra pas savoir avec précision si elle est là-bas. Ah ouais, parce que les consommations affichées au tableau de bord sont arrondies à l'entier. Quel enfer, mais pourquoi faire ça? Donc si elle fait 9 et qu'elle ait fait 9,2, ben peut-être qu'en fait elle est là-bas, mais on n'est pas sûr à 100%. C'est peut-être que c'est 9,5. Donc il faudrait qu'elle fasse 8 et qu'elle fasse 9 quelque chose. Voilà, pour être sûr. Voilà. Bon, le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? Vous le savez très bien. C'est un protocole pour mesurer les consommations des voitures électriques en comparant toutes les voitures qu'on essaye à une voiture. La Ioniq 28. Donc on fait un trajet ville, route, autoroute. Et on le rappelle à chaque fois, c'est pas un test direct. On sait que cette voiture n'est pas la même catégorie que celle-là. Et voilà, c'est juste pour simuler comme si toutes les voitures avaient été testées en même temps, le même jour, avec les mêmes conditions. Voilà, ce qu'on mesure, c'est la différence de conso entre les deux. C'est ça qui fait notre classement. Un classement qu'on peut retrouver sur le site lachaînev.fr. Qui vous permet vraiment de comparer les voitures entre elles. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce qu'on fait. Parce que c'est parce que vous vous abonnez qu'on peut avoir ce genre de voiture, avoir un petit peu de crédibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre sur Insta. Ouais, voilà. Ça c'est cool. Bon bah comme d'hab, tu fais ville-route. Et toi tu fais autoroute. Moi je pars sur la Ioniq 28. Allez, la chaîne EV. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, et bien voilà, on est dans cette petite Puma Gen I. Je vous présente rapidement le tableau de bord. Un écran devant le volant, un écran ici central. Bonne taille les deux, mais écrit très gros, donc finalement, il n'y a pas tant d'infos que ça dessus. Ici, on a toujours cette partie qu'on voit souvent chez Ford en tissu avec le petit logo Bang & Olufsen. Là, c'est parce que nous, on a une version avec la Sono Bang & Olufsen. C'est plutôt bien présenté, sauf ici. Plastique dur, c'est dommage. Parce qu'ici, c'est du cuir, enfin, en tout cas, sans doute imitation, c'est plutôt pas mal. Comme dans l'Explorer, je trouve que les joints entre les portes et le tableau de bord, c'est un petit peu épais, quoi. Bon, on aurait aimé un truc un peu plus fin. Il y a toujours le cochonou d'Alex dans le vide-poche, j'ai toujours pas tout nettoyé. Les sièges sont sympas. Franchement. Et puis, bien sûr, on a un petit toit vitré en deux parties. Il y a une partie à l'arrière aussi, avec un occultant qui, pour moi, occulte pas assez, dommage. Et il est ouvrant, et ça c'est cool. Rapidement, un petit mot sur l'OS. Que penser de l'OS? L'OS, il est pas terrible. Enfin, il est pas nul, mais il y a rien, quoi. Il y a rien de particulier. On va dire c'est un OS à la Hyundai Kia. Il fait le job. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, il n'y a pas de Spotify ou de Deezer ou d'Apple Music. Il n'y a pas de YouTube. Il n'y a rien. Quand on fait une petite recharge pour les gosses, ils aiment bien. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. En plus, le problème, c'est qu'ici, là, je vous montre. Ici, on a trois menus. Un menu réglage, un menu fonction, un menu appli. Ici, le menu appli, je pense que ça reprend des applis de ton téléphone. Moi, ça n'a pas marché. J'ai pas insisté. Ici, il y a un menu fonction avec des fonctions de la voiture. Mode de conduite, etc. Réglage de la recharge, etc., etc. Et là, il y a un menu réglage. Mais alors, réglage de la recharge, pour moi, c'est dans réglage. Bah non, en fait, c'est dans fonction. Dans réglage, c'est d'autres réglages. C'est bizarre. Je suis pas hyper fan. Il est bien, hein. Je suis pas hyper fan. Mais il est bien. Devant le volant, il y a un écran aussi. On peut pas changer grand chose. On peut juste changer ça. Voilà. Soit très sobre, soit pas très sobre. On peut pas mettre le GPS par exemple dans l'écran dans ce volant. C'est vraiment dommage. Par contre, on a Apple CarPlay et
Android Auto sans fil. Quand on lance Apple CarPlay, c'est comme ça avec ici un petit volet avec la navigation, mon téléphone et la console. Et on peut appuyer ici et hop, le Apple CarPlay passe en full screen. Là, c'est pas mal. Bon bref, on va se mettre en mode Ioniq 28 Challenge. Déjà, il faut être entre 15 et 25 degrés. Il fait 19, c'est parfait. Il est quand même 8h20 du matin pour pouvoir être dans ces températures. Ensuite, il faut être à 100%. On était à 100%. Maintenant, on est à 99, mais on a remis la console à 0 à 100%, donc c'est bon. Ensuite, on se met au mode de conduite normal. Donc là, c'est dans ici, fonction, mode de conduite. On en a 4, on a normal, éco, sport et faible adhérence. On se met en normal. On met la régène la plus forte. La régène la plus forte, c'est le one pedal, conduite monopédale. À noter que c'est du one pedal marche avant, marche arrière et permanent. Donc quand vous l'activez, vous l'avez toujours en marche avant, marche arrière. Si je l'enlève, je suis en rampage. Et c'est un rampage en roue libre quasiment. Et pour avoir plus de régène en rampage, ici, il y a un bouton L, vous passez en drive, puis vous appuyez sur L, et là, vous avez plus de régène. Mais par contre, ça, c'est pas permanent. À chaque fois que vous redémarrez, il faut remettre L, si vous voulez, de la régène. Sinon, vous êtes comme en voiture thermique, on va dire. Mais nous, on conduit en monopédale, en one pedal. Et en one pedal, le L ne sert à rien, c'est régène max tout le temps. Et bien sûr, le chauffage. Le chauffage à 22 ici. Hop. Voilà. Chauffage à 22, la clim on va le mettre en auto faible pour pas que ça fasse trop de bruit. Bon bah je suis prêt, on va appeler Alex. Ouais, c'était long hein, oula. Non, t'inquiète. Il y a un truc à noter Alex sur cette voiture qui est un délire, c'est que les consos, enfin tu le sais. Ouais, ils sont arrondis à dizaines, à l'unité. En fait, c'est con, Ford, il dit que c'est une voiture hyper efficiente et il te permet pas de le mesurer. Après, si c'est 17 et pas 20, c'est bien. Si c'est un 17 au 100 sur l'autoroute, ça peut être 16,5, ce qui est très bien, comme 17,4, qui est très bien aussi, tu me diras. Bon. C'est ça, voilà. Bon, on passe en mode drive ici. En baissant le levier, c'est exactement comme chez Tesla. On est en one pedal. Quand on accélère doucement, ça peut accélérer tout doucement. Par contre, la mise en place du freinage, elle est un peu brusque, on l'avait vu. Bah, c'est un peu mécanique. On sent qu'il y a du frein mécanique qui se met en route et c'est un peu. On sent qu'on décroche un peu le frein même quand on part et on sent qu'il se raccroche dès qu'on relâche en fait. Disons que ça donne quand même des à-coups quoi. Les manœuvres en one pedal là. Et alors j'ai essayé les manœuvres en rampage, c'est pas mieux. C'est une voiture pour les manœuvres, c'est pas horrible hein, mais c'est pas terrible. C'est un peu dommage pour une petite citadine, ça commence bien. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est pas mal. Et moi je pense que la force du freinage régénératif, elle est immense. On va pas faire le pronostic tout de suite quand même si. Bah non, tu vas d'abord faire l'autoroute avant. Ouais. Enfin, cela dit, tu l'as déjà bien conduite. Hein. On a fait une vidéo avec cette voiture. On l'a ramenée de Paris un samedi 2 août dans une journée classée noire, bison futé. Et on a voulu voir si ça roulait bien et si on pouvait se recharger. Je vous dis pas si on a réussi à se recharger. Je vous invite à voir la vidéo. Elle est en vignette ici et en lien en bas de la description. Bon, tu viens de partir. La régène, c'est comment? Bah là, la régène est forte. 100% de batterie. Moi, j'ai noté une petite faiblesse de la régène, mais pas longtemps. Là, on est à 98% et j'ai l'impression que j'ai la régène à fond. Bon, allez, on va attaquer un peu le confort de cette voiture. On va commencer par les sièges. T'as un souvenir là des sièges? T'es resté assis dedans pendant 11 heures de suite. Là, il est trop tôt pour que mes souvenirs reviennent. Ouais, je dirais qu'ils sont durs. Je dirais qu'ils sont durs et je trouve que l'assise, elle est un peu fine. Toi, t'as pas dû le sentir, espèce de gros maigre, va. Ouais, c'est ça. Mais ouais, par contre, j'ai pas souvenir de siège très enveloppant. Moi qui ai quand même un corps d'athlète, quelqu'un qui serait un peu plus enrobé que moi, je pense que ça va commencer à être serré dans ces sièges. Ah, il déborde un peu, quoi. Ben non, mais il aurait les côtés du dos dans les supports latéraux, là. Sinon, c'est un peu dur. Les sièges sont durs. Bon, les sièges, c'est une bonne chose. Enfin non, c'est naze cette transition. Les sièges, c'est une bonne chose. C'est bien, il y en a. Donc il y a des sièges. Donc ça, c'est un bon point déjà. Ouais, il y a des sièges. On peut lui cocher la case siège. Ok. Et il y en a derrière des sièges, hein, Alex. Ah ouais, putain, ouais, c'est royal là. Un essai auto en 1956, tu sais. C'est ça. Bon, et sinon côté habitacle, ergonomie, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, attends, là tu fais appel à mes souvenirs. T'es dur. Ah, c'est vrai. Ah si, je me souviens. Attends, je me souviens que du coup, on voit que c'est pas une base Volkswagen comme pour le Ford Explorer. Là, on n'a pas du haptique, on a des vrais boutons, on n'a pas de boutons rear pour les fenêtres arrière et tout. Pour moi, de mémoire, niveau ergonomie et tactile bouton, je trouvais ça plutôt bien. Ici, on a un petit dock à induction pour recharger le téléphone. Deux canettes ici. Alors là, ce qui est marrant, c'est que on a un accoudoir ici. Et quand on conduit, bah forcément, on a le coude pas sur l'accoudoir, quoi. On peut l'ouvrir comme ça, voilà, ok. Mais on peut l'avancer. Là, il passe au-dessus d'un porte-gobelet. Mais ça y est, on a
on a un accoudoir. Par contre, pour le Il y a rouvrir, pas le rouvrir, la poignée est tout en bas. C'est trop bizarre. Entre les deux porte-gobelets, le fait de pouvoir mettre donc des canettes taille standard, et au centre, il y a les canettes qui sont fines, en fait, rentrent. Ah, on va pas le voir, c'est nul. Mais il y a un trou ici pour les plus petites canettes, les canettes fines là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas Un mal. petit détail, quoi. Pour ceux qui boivent du Red Bull sur la route pour pas s'endormir. Attends, mais c'est quoi cette consommation? Attends, c'est pas possible. Non mais, alors je vous dis tout de suite, les infos de conso de cette voiture. Donc, petit 1, c'est un chiffre arrondi. Du coup, vu que c'est un chiffre arrondi, ça se met à jour dès qu'il y a... Ça se met jamais à jour en fait. Tu vois jamais le chiffre bouger en fait. Comment dire des trucs sans donner les chiffres à l'écran quand tu varies entre 14 et 15, tu vois, bah c'est que quand il passe à 15. C'est ça, c'est nul. Donc, j'ai pas du tout confiance. Et là, il y a un chiffre qui est indiqué qui est vraiment complètement hallucinant, que j'avais jamais eu jusqu'ici. Si on le tient jusqu'au bout, c'est incroyable. Voilà, ça sent le 7, je sais pas pourquoi. Ah, alerte de survitesse, on en a pas parlé, ça c'est pas mal chez Ford. On appuie sur le bouton limiteur de vitesse un petit peu longtemps. Ici, ça affiche un petit décompte, ça y est, hop, j'ai plus l'alerte de survitesse, ça c'est cool. Bon, on a parlé des sièges tout à l'heure au niveau du confort, qui était un peu dur. Et donc, ce qui va avec pour le confort, c'est la suspension. Du coup, plutôt confort, plutôt dynamique. Moi, je trouve que c'est un petit peu raide en termes de confort. On va passer le passage à niveau là. Ouais, ça va. Il a fallu 2 secondes et demie pour changer d'avis, quoi. En fait, c'est raide quand même, tu vois, ça prend pas de roulis, c'est un peu dur quand même, sans l'être trop. Par contre, je sais pas si je peux le dire, si c'est une vérité, mais je trouve que la voiture vibre beaucoup en fait. Dès que tu mets un truc dans un vide-poche, il y a des bruits parasites de partout en fait. Un peu comme ma Model 3. Et j'ai le sentiment que c'est parce qu'elle est très sèche en suspension et bref, je sais pas quoi penser de ça. Au niveau comportement dynamique, c'est plutôt sympa, du coup. Ouais, mais elle est un peu haute quand même. Mais si, c'est pas mal. C'est pas une i4 quoi, tu vois. Mais... J'aurais peut-être, tu vois, une Model Y en fait, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est pas confort. Tu vois, une Renault 4, c'est beaucoup plus confort, je trouve. Ah bah du coup, ça se rapproche peut-être plus de la R5. Voilà, ouais. Je pense que les gens sont enchantés de voir, tu sais, le niveau technique de présentation du mec. Et on va avoir des commentaires, mais qui sait ce trou du cul là, qui sait même pas parler. La voiture, elle est un peu dure. Elle est pas trop. C'est pas hyper confort, mais c'est pas désagréable. C'est du mi-dur, mi-mou, mais plutôt dur que trop mou, voilà. Et ça ressemble à un modèle Y ou à une R5. C'est pas mal, hein, ça. Je voulais juste te dire que mon chiffre de conso, il est remonté. Ah. Et dernier point sur le VESS. Donc le bruit extérieur pour les piétons. Est-ce que tu l'entends à basse vitesse? Et ça, c'est le premier point, mais il y a une question subsidiaire. Attends, j'écoute. Non, j'entends rien. T'entends rien, même ouvert? Ouais, j'entends pas grand chose. Ok. Par contre, elle a un bruit artificiel qui imite un moteur thermique. Ouais, mais il est très faible. Hein. Sauf quand on le met en sport, je crois. Ouais, il est un peu plus fort en sport. Moi, je trouve que c'est rigolo, mais un peu too much. Non, mais en fait, je vais te dire un truc. Moi, c'est mon avis, mais après, c'est pas forcément vrai. Je suis peut-être à côté de la plaque. Mais la voiture, elle fait 170 chevaux. Elle fait le 0 à 100 en 8 secondes. Bon, c'est sympa, mais c'est pas une dinguerie. Je suis d'accord. Quand on a essayé la Maserati Folgore, que quand on accélérait, on sentait un bruit de moteur et une vibration et tout, il y avait quelque chose là, moins quoi. Je suis d'accord. Mais c'est parce que aussi on a essayé plein de voitures puissantes. Quelqu'un qui vient d'un HDI 110 chevaux à cette voiture, et ben il va kiffer. Et le petit bruit va lui faire un petit truc en plus, quoi. Ah oui, c'est pas mal. De toute façon, il en faut pour tous les goûts et ce petit bruit il est désactivable. Donc il y est. Voilà. Si vous aimez, vous le mettez. Si vous aimez pas, vous le mettez pas. Et puis vous faites pas chier, puis c'est tout. Bon, sinon moi je voulais dire là que je suis en ville. Ah bon? Oui, bah oui. Ah mince. Le freinage régénératif là, il est vraiment très cool. Je peux vraiment conduire à une pédale pour le coup. Alors là, on répète qu'il y a 2 pédales, hein. Il y a quand même une pédale de frein, mais je peux vraiment tout conduire seulement à l'accélérateur. Et c'est vraiment top. Hein. Je me demande avec des passagers si le freinage régénératif est pas un tout petit peu trop fort et qu'il foutrait pas un petit peu la gerbe aux gens. C'est la question que je me pose. On verra le chiffre à la fin, mais je pense qu'il est un peu trop fort. C'est le genre de voiture à pas laisser dans les mains d'un VTC qui a pas trop l'habitude, quoi. Vas-y, petite anecdote. On est à Paris, on prend un VTC. C'est quoi? C'est une Nissan Leaf. C'est un Nissan Leaf, ouais. Et il nous dit, ouais, moi, j'adore la conduite one pédale, mais il y a quelques passagers, ils se plaignent qu'ils ont un peu mal au cœur. Au bout de 10 minutes de route, on a compris direct. Le mec faisait on, off, on, off, on. C'était horrible. Dose ton pied. Dose! C'était pas un problème de technologie, c'était vraiment un problème d'utilisateur, là. Et se dire que lui, il conduisait tous les jours comme ça, mais on se dit, mais il y a pas un moment où t'as appris? Et ben là, tu vois, peut-être que faut trop doser sur cette voiture. Vous me direz, si vous achetez une Puma Gen I, vous me direz. Bon allez, on se retrouve à la fin de la ville pour le relevé de conso. Allez, à tout de suite.
Bon allez, on arrive à la fin de la ville. Il y a Alex qui me parlait de ses vidéos de panneaux solaires et de batteries sur la chaîne EV Test Produit. Je vous invite à aller voir, il y a de plus en plus de vidéos, vous savez, je commence à faire du montage. Il me casse la tête avec ça, j'y comprends rien aux batteries et aux trucs, ça me saoule. Un guide pour débutants sera fait un jour, c'est sûr. Bon allez, sinon, on arrive à la fin de la ville. On va enfin voir si cette Puma consomme... Enfin, toi tu vas voir, moi je saurais pas. Si elle consomme vraiment peu, même si on n'a pas de précision, on saura au moins si c'est dans une bonne fourchette. Ah, c'est comme si Usain Bolt, à l'arrivée du 100 mètres, il faisait entre 9 et 10 secondes. Soyons un peu plus précis, s'il vous plaît. On sait que c'est bien, mais on sait pas si c'est très bien. On sait pas si c'est le record du monde. Bon, par contre, si c'était entre 8 et 9, on aurait dit, ah ouais, là, elle a battu un record. Allez. J'ai un chiffre. Voilà. Est-ce qu'il est bien ou pas? Tiens, au bout du levier, donc avant, arrière, au bout, il y a le bouton P, n'est-ce pas, Renaud? Je fais ça, je suis en P, c'est bon. Et je suis en P d'ailleurs, avec moi-même. On va faire une compète de vitres. Je suis prêt, j'ai le doigt. Hop, hop. C'est vraiment un test de merde, mais je trouve ça dingue comment ils peuvent avoir des moteurs aussi rapides sur cette voiture. Oh, ça peut plier comme... Attends, fais voir. Attends, ça avait l'air fort. Ah non, non, pas du tout. C'est elle qui était fragile. Ah, on n'a pas regardé les fenêtres à l'arrière. Alors là, la vitre arrière, je la baisse. Oh, ça va. Faut aller essayer, faut aller essayer. Je suis journaliste automobile ou pas? Ah ouais. Non. Enfin, on peut faire comme ça. Ce qui n'est pas une position très... Lui, il se fout de ma gueule là-bas. Mais non, non, non. Mais pourtant, elles sont grandes les portes, ça je comprends pas. La fenêtre, elle me paraît toute petite et la porte immense. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à foutre de nos tests de vitres? Bah, en fait, je suis quand même très surpris que dans la conception d'une voiture, on fasse pas toujours en sorte que les vitres arrière puissent être ouvertes entièrement. C'est comme si on disait, à l'avant, ah tiens, on t'arrête là. Bah non. Enfin, je sais pas. Je voudrais dire quelque chose. La conso a augmenté à l'arrêt. Ça veut dire que t'étais très près du haut. Je n'en dirai pas plus et on passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon alors, est-ce qu'il veut faire un petit Shifumi? Allez, Shifumi. Alors là, pour le coup, c'était réfléchi parce que j'ai vu la feuille et j'ai dit, tiens, je vais dire feuille. En fait, j'allume l'appli DJI et je regarde sur ta caméra qu'est-ce que tu as préparé. Je pourrais faire ça, ce serait de la triche. Donc c'est moi, donc j'ai gagné le Shifumi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je passe devant, sur la route, pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique, on échangera au milieu de la route, donc on s'en fout. Je voudrais dire, la caméra de recul, elle est pas mal. Non, elle est pas top. Ah bah oui, je me suis dit, putain, mais qui m'appelle? Vas-y, je fais chier. Mais c'est toi, donc oui, c'est normal. Donc alors, voilà, alors, j'ai pas compris. Vous avez vu ou pas? La caméra de recul, donc il y a une espèce de vue de haut un peu 360, mais qu'on peut pas tourner. Après, on peut regarder les différents angles. Ah ouais, tu peux zoomer. Ah ouais, ça c'est pas mal. T'as une détection de passage arrière quand t'es en marche arrière, donc ça c'est cool. Mais surtout, parfois, elle passe dans une autre vue à 3 pans qui est géniale. Et je sais pas comment l'activer. Ah, comme ça, voilà. Cette vue-là est ultra grand angle. Et là, si je passe en marche arrière, je suis en marche arrière. Vas-y, avance. Voilà, là, ça me dit flèche. Attention, tu peux pas reculer, il y a quelqu'un derrière. Bon, voilà. La caméra arrière, elle est pas folle. Mais elle fait le job, ça va. Enfin, c'est toujours mieux que la R5 en tout cas. On va partir sur un référentiel R5. Ouais, mais si on part sur un référentiel R5, tout est mieux. Ah oui. Non, c'est pas bon. Pourtant, on a beaucoup aimé la Renault 5. Bon allez, hop, j'appuie ici, bouton, hop, régulateur de vitesse adaptatif activé. Que dire sur ce régulateur de vitesse adaptatif? Il est adaptatif, il s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux et c'est pas trop mal. Il n'y a pas trop d'erreurs, mais il y en a quand même. Par exemple sur la rocade de Bordeaux, c'est chiant. Et c'est surtout qu'il est insupportable en trafic jam assist. Il est beaucoup trop brutal. Moins brutal que Tesla, mais quand même quasi pareil. Ah ouais? Ouais, mais Tesla, c'est un enfer. Ah, je pensais pas. Donc on a dit qu'il se mettait automatiquement à la vitesse des panneaux, mais ça on peut le désactiver. Si on le désactive, après il n'y a pas un bouton de synchronisation. Il faut faire plus moins pour se mettre toujours à la bonne vitesse. Ça c'est un peu dommage. Ça ressemble beaucoup au régulateur en fait de Volkswagen, mais en un peu moins bien, en un peu moins doux. Il détecte les ronds-points. Par exemple là,
elle m'indique, il y a un rond-point devant, donc elle va ralentir dans les ronds-points. Je peux passer ce rond-point sans toucher les pédales. Ouais, mais là, il y a quelqu'un, donc je vais devoir toucher les pédales, sinon bye bye la Pumagène i. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand la fonction de régulation automatique de la vitesse du régulateur est activée, si vous avez entré une destination au GPS et que le GPS vous dit qu'il faut tourner à droite, et ben elle va ralentir pour tourner à droite. Regardez, démonstration. Ici, le GPS, je lui ai dit de tourner à droite. Et ben là, ma voiture m'indique que j'ai un virage à droite. Et là, je suis en train de ralentir alors qu'il n'y a pas de raison qu'il ralentisse. Il n'y a pas de limitation de vitesse qui ont changé. Je suis passé de 80 à 40 km/h pour pouvoir tourner à droite. Le régulateur de vitesse a adapté sa vitesse en fonction de mon tracé GPS. C'est cool quand même. Ça ressemble à du Volkswagen, quoi. Mais un poil en dessous. Un petit peu moins bien. Là, par exemple, je viens de passer le rond-point sans toucher au frein ou à l'accélérateur. C'est rigolo. Ça, c'est ton petit kiff quand même. Ça montre qu'on avance petit à petit vers la conduite full autonome. Les voitures savent ralentir dans les ronds-points. Par contre, évidemment, il faut tenir elle gère plus le volant dans les ronds-points. À date, il n'y en a aucune qu'on a utilisée qui a su ralentir au rond-point et prendre le rond-point. Bon, sinon, elle a le lane assist. Donc, le maintien entre les voies. Pas le ping-pong, hein, pas l'anti-dépassement de ligne. Vraiment, elle reste au milieu de la voie comme une voiture qui conduit toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? C'était plutôt pas mal, ça. Hein. Ouais, j'allais dire c'est plutôt bien. Moi, je trouve qu'il est plutôt correct et surtout avec la fonctionnalité de placement à droite ou à gauche dans la voie que je trouve vraiment très clair, simple à utiliser, intuitive et pratique. Alex vous montrera ça tout à l'heure sur l'autoroute. Et malheureusement, pas de volant capacitif, c'est-à-dire qu'il faut mettre des petits mouvements dans le volant de temps en temps pour indiquer au système que vous êtes bien derrière le volant. Ça, c'est un peu pénible, mais bon, c'est censé pas être une voiture pour faire de la route, donc c'est pas grave. Néanmoins, finalement, on s'est rendu compte que ça pouvait rouler, ce truc. Ce truc. Non, mais c'est vrai. Le placement d'un mini SUV, quand même un peu premium, concurrent, on va dire, de la Renault 4, par exemple, dans lequel on met une batterie de IC3 low cost. Tu vois, en gros, une petite batterie, ouais. C'est trop bizarre. Ça se trouve, celle-là, c'est un peu la Ioniq 28, 43 kWh, quoi. C'est ça. Bon, eh bien, je vous invite à nous retrouver à la fin de la route. Eh bien, nous arrivons à la fin de la route. Et vous savez quoi? Il m'a encore parlé de ses batteries. Non, c'est fou. Bah ouais. On lui laisse 2 secondes de temps de parole et boum, il me parle des batteries. Ah, du coup, tout ça, c'est retrouvé sur la chaîne de VTS Produits. Le lien est en description, évidemment. Bon, allez, on arrive à la fin de la route. Nous allons diamètre de braquager, qui est un nouveau mot. Du Larousse. Alors, on y va. Diamètre de braquageon. Attention. Oh, et oui, bah, ça tourne. Hein. J'ai vraiment l'impression que tu vas me raboter le museau quand même. Non, c'est sympa. De toute façon, Alex et moi, on a 2 des pires voitures niveau diamètre de braquage dans la vie de tous les jours. À savoir une Tesla Model 3 et une Ioniq 6. Donc, tout ce qui tourne un petit peu, on est là. Wouh! C'est clair. Je vais juste vous montrer un truc. La marche arrière en one pedal, dès que tu lâches, t'as un à-coup. C'est assez violent. Par contre, on peut passer de la marche avant à la marche arrière sans mettre le pied sur le frein, contrairement à la Renault 5. Et quand tu passes de l'un à l'autre, il enlève le one pedal, il passe la marche avant. Donc hop, tu passes en roue libre. Et hop, le one pedal se remet pour repartir en marche avant. C'est hyper bizarre. Excusez-moi, j'ai fait une petite aparté. Bah pour ça, j'ai fait ma photo. Hein. Bon bah voilà, on passe à l'autoroute. Allez, on change de conducteur. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour commander une pizza? Non, c'est pas le bon endroit, désolé. Salut, au revoir. Bon, allez, un Shifumi, histoire de perdre. Ah ouais, t'en veux là? Ouais. Ok. Shifumi. J'ai perdu. En plus, t'as mis un temps de retard, mais j'ai gagné. Mais c'est toi, t'as dit Shifumi. Mais attends. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a du lag. Ah bah oui, il y a le délai, putain. Ah non, mais t'avais compris qu'il avait mis Pierre, déjà? Ouais, franchement, il est tôt, on est dimanche. Mon cerveau, il était pas prêt pour changer au dernier moment. Il a mis Pierre, 10 secondes après, il sort ciseaux. Bon, allez, passe. Casse-toi avec ta voiture jaune. T'as pas des colis à emmener aux gens, là? Non, il y a un logo La Chaîne de sur la voiture, mais pas le logo La Poste. Bon, écoutez, moi, je sais si la Ford Puma, elle consomme plus ou moins que la Ioniq 28 sur la ville et la route. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Pourquoi il n'y a pas de régène? Waouh!
Ah ouais, non, mais la régène de la Puma, c'est très fort. Hein. Dans ma Ioniq 28, j'ai ralenti, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de régène? Attends, je suis en régène 3, c'est bon? Ouais, c'est trop chelou. Maintenant, c'est l'autoroute. Est-ce que cette Puma Gen I est efficiente sur autoroute? On va voir ça. Sachant que nous, on l'a ramené de Paris, mais dans le bordel des embouteillages du samedi 2 août. Dans des conditions qui faisaient qu'on roulait quand même assez lentement une bonne partie du temps. Donc, Ah oui, voilà. donc là, il y a le petit bruit artificiel, je l'entends, hein, quand il accélère. Donc alors, pour activer le régulateur, faut que je me souvienne comment ça marche. Ça fait 2 jours, hein. C'est pas vrai, ça fait 1 semaine. Donc là, j'ai la consigne à 130. Bon, ben voilà, on attaque l'autoroute. Pour faire de l'autoroute et le faire rapidement, et donc faire rapidement des longs trajets, bah il y a, comme on le dit à chaque fois, il y a 3 critères. De base, bah la consommation. Moins une voiture consomme, plus elle va pouvoir faire de kilomètres avec la batterie qu'elle a. Après, il y a l'autonomie réelle qui est liée à la taille de la batterie. Plus elle a une grosse batterie, plus elle pourra faire des longs secteurs sans avoir à recharger. Et le troisième point, qui pour moi est, enfin même je pense pour nous, le plus important, la vitesse de charge. Parce que si on a une bonne vitesse de charge, forcément on va avoir une plus petite batterie parce que on a besoin de s'arrêter longtemps à la recharge. Et la consommation est aussi, on va dire, moins importante. Après, si on a tout, voilà, forcément on a le top du top. Donc là, au niveau taille batterie, on est plutôt dans ce qui se fait de plus petit actuellement sur le marché, parce que 43 kWh, il n'y a pas beaucoup de véhicules sur le marché qui sont en dessous de cette taille-là. Donc voilà, on a vu la partie taille batterie, qui est le premier critère. Deuxième critère, c'est la consommation. Donc là, on va le voir pendant ce test, donc ça on le saura à la fin. Et le troisième, c'est la vitesse de recharge. Donc là, elle est plutôt bien placée, surtout pour une petite taille batterie comme ça. C'est qu'elle fait le 10-80 en 23 minutes. Certes, elle n'a pas un grand rayon d'action, mais les pauses à chaque fois sont pas très longues, donc c'est complètement acceptable. C'est là où on peut la comparer un peu à la Ioniq 28 qui est un peu dans la même philosophie. Pas un grand rayon d'action, mais par contre des temps de charge qui sont maîtrisés. Donc au final, c'est acceptable de faire des longs trajets avec cette voiture, quitte à faire des arrêts réguliers, mais pas longs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait un 50-90% en 16 minutes. Ça veut dire que le 80 à 90, il est très rapide. Genre de l'ordre de, je pense, 5 minutes, un truc comme ça, quoi. Ça veut dire que si la batterie est petite, mais qu'on peut estimer que en 30 minutes, on peut recharger jusqu'à 90% de la batterie, contrairement à une Renault 5 ou une Inster où c'est 30 minutes pour aller jusqu'à 80. Et donc ça se trouve, pour 30 minutes de charge, vous rechargez autant avec la Puma qu'avec la Renault 5 et donc vous avez la même autonomie derrière. Et concernant la recharge également, elle est compatible plug and charge. Est-ce qu'elle a un préconditionnement, cette voiture, de batterie? Oui, elle a un préconditionnement, par contre qui est uniquement automatique. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser le GPS de la voiture et mettre une borne comme destination ou utiliser le planificateur intégré qui va choisir une des bornes sur le chemin. Mais c'est seulement une fois qu'une borne est définie comme étape que là la voiture va toute seule lancer le préconditionnement à l'approche de la borne de manière à être à une température optimale de la batterie pour prendre toute la puissance et du coup avoir un temps de charge maîtrisé. En sachant que dès qu'on est dans des températures tempérées, en été à partir de 15-20 degrés, la plupart du temps le préconditionnement est assez peu utile vu que la batterie arrive à température optimale naturellement sans préconditionnement. Il y a un préconditionnement manuel sur l'Explorer et il y en a pas sur la Puma, mais normal l'Explorer c'est sur une base Volkswagen et la Puma c'est sur une base Ford. Et d'autant plus qu'il y a un truc qui est assez cool, c'est que sur le tableau de bord, il y a un indicateur de température de batterie et température de moteur. Sauf que nous, on l'a jamais vu bouger d'un millimètre. Genre, la jauge température batterie, elle est toujours en plein milieu. Ça ne bouge pas, quoi. Parce que quand on a l'indication de température batterie et on sait si la batterie est trop froide ou assez chaude pour recharger, un préconditionnement manuel, c'est cool, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle a un planificateur, cette voiture? Alors, écoute, je vais répondre parce que je l'ai eu pendant une semaine. J'ai trifouillé. Elle a un planificateur qui a l'air pas ouf avec très peu de réglages. Et là, le planificateur, quand j'étais à 100%, j'ai dit ramène-moi à Paris, elle m'a dit 2 arrêts recharge. Ah ouais, très optimiste. Oui. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement un méga résumé de mon trajet retour. C'est parti. Effectivement, je ramène cette Puma Gen I aujourd'hui à Paris. Je vais faire 637 km selon le GPS en passant par la nationale N10 puis l'autoroute A10. Je viens de lancer une planification et là, le planificateur me dit que je vais faire seulement 2 arrêts. Un à Unity-Vivonne, un à Unity-Bois-Ménard pour arriver rue du 1er mai à 12%. Il y a les pourcentages batterie, 16,66. 10,68. Le problème, c'est que ça, c'est le trajet que j'ai fait avec une Mini qui, 1, consomme moins que la Puma Gen I sur l'autoroute et 2, a une batterie de 6 kWh de plus. Donc ça, pour moi, c'est complètement impossible. Donc je pense que le planificateur est trop optimiste et qu'il va se rééquilibrer en roulant au fur et à mesure. On va voir. Autre chose qui est un petit peu pénible, c'est que sur le planificateur, il n'y a pas marqué le pourcentage batterie auquel je vais arriver à la prochaine station. Il faut que je clique ici pour avoir le détail.
Et là, je sais que je vais arriver à Vivonne avec 16%. Mais je l'ai pas en permanence, ça c'est vraiment pas bien. Par contre, la voiture estime que je vais charger 30 minutes pour faire un 16,66, alors que normalement 16,66 avec cette voiture c'est plutôt un quart d'heure. Bref, je pars, on se donne rendez-vous à la première charge. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est que le planificateur ne propose aucun réglage, à savoir aucun réglage de pourcentage à destination, aucun réglage de pourcentage aux bornes. En tout cas, j'ai pas trouvé. On peut pas choisir ses réseaux de recharge. Bref, pour l'instant, ce planificateur, il sent pas bon. C'est pas le meilleur qu'on ait vu. Allez, c'est parti, je suis sur l'autoroute. Rendez-vous à la prochaine charge. Bon, et bien voilà, la première charge est terminée. J'ai fait 218 km de nationale, enfin d'autoroute, de rocade et de nationale à 110 sur une moyenne, je pense, de 110 km/h. Donc 218 km, je suis arrivé à 20% ici à Shell Recharge. Le planificateur me donnait 2 arrêts avec un premier arrêt recharge à Ionity. Et comme prévu, j'ai pas pu y arriver. Donc le planificateur a recalculé le trajet et m'a fait arrêter sur la borne d'avant. Et maintenant, c'est un trajet en 3 recharges, ce qui est plus logique par rapport à la taille de la batterie. Mais c'est quand même pas mal parce que là, je fais le même trajet qu'avec la Hyundai Inster qui a une batterie plus grosse, 49 kWh, contre 43 pour celle-là. Quand je suis arrivé à la station, j'ai eu un joli panneau qui m'indiquait que je devais recharger jusqu'à 65% au moins pour continuer mon trajet. Mais moi, j'ai rechargé jusqu'à 80% et ça a pris 20 minutes. 20, 80, 20 minutes. Donc c'est vraiment très court, ça c'est cool. J'ai pu suivre ma charge depuis l'appli Ford. On le voit là. Au niveau de la courbe de charge, je vous l'affiche ici. En gros, on prend la pleine puissance, c'est-à-dire les 100 kW depuis le début jusqu'à environ 50%. Et après, ça baisse. Et à 80%, j'étais à 47 kW. On pourrait se dire qu'il faut débrancher avant, mais en fait, ça charge tellement vite que autant charger. Bon, bref, c'est reparti. On se donne rendez-vous à la prochaine charge. Salut. Deuxième recharge terminée. Alors, j'ai pas suivi le planificateur. J'ai relancé le planificateur en enlevant le planificateur, en laissant juste le GPS. Et ensuite, j'ai voulu rechercher des bornes sur la route grâce à l'outil de recharge de bornes. Et là, c'est non. Vraiment impossible de trouver une bonne borne. Impossible de savoir si y a un détour à faire ou pas, si elle est dans le bon sens ou pas. Il y a des petites flèches qui disent dans quelle direction elle est. Mais en fait, il peut y avoir une borne qui est devant soi, mais de l'autre côté de l'autoroute. Donc, non. Je me suis laissé rouler sur l'autoroute. Je me suis arrêté ici à 10%. J'ai fait un 10-80% en 26 minutes. On n'est pas vraiment aux 23 minutes annoncées. Sinon, il y a un truc qui est vraiment cool sur le tableau de bord de cette Puma Gen i. Il y a un petit indicateur, une petite icône qui représente la batterie. Et il y a un trait dessus. Et ce trait, il représente le niveau de batterie que vous devez avoir si vous voulez atteindre la destination, entrer dans le GPS. Si le trait, il est dans le niveau de batterie, c'est bon. Si le trait, il est en dehors de votre niveau de batterie actuel, vous allez devoir recharger. Et ce qui est cool, c'est que ce système, il fonctionne aussi avec Apple Plan. C'est-à-dire que si vous rentrez une destination avec Apple Plan, il y aura le petit trait à l'endroit où il faut être rechargé pour pouvoir arriver à destination. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Maintenant, je repars. Il reste plus qu'un arrêt recharge. Je vais faire le même trajet qu'en Inster et en chargeant peut-être plus vite qu'en Inster. Donc, en fait, avec cette voiture sur les longs trajets, malgré le fait qu'elle ait une petite batterie, ça va plus vite qu'en Inster. Et voilà, fin de la troisième charge, je suis arrivé ici à 5%. Je repars à 50, largement de quoi couvrir les derniers kilomètres qui me restent. Et j'ai fait mon 5,50 en 15 minutes. La courbe de charge était pas folle, mais j'avais pas préconditionné, je sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il fait chaud. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a dit dans l'Ioniq 28 Challenge juste avant, qu'il y avait un indicateur de température batterie, mais qui bougeait jamais. Et en fait, si, il bouge, parce que après une recharge, je vous montre, il est beaucoup plus haut que le milieu. Bref, au total, j'aurais chargé 61 minutes pour faire 650 km. 61 minutes, c'est bien, c'est mieux que l'Inster, par exemple, avec laquelle sur exactement le même chemin, j'avais rechargé 1h10. Et c'est 10 minutes moins bien que la Mini Cooper SE avec laquelle j'avais fait seulement 2 charges. Mais ça reste quand même pas mal pour une batterie de 43 kWh. Je suis assez épaté et en fait, cette voiture, elle peut complètement faire des longs trajets. C'est pas du tout horrible. Ça charge assez vite. On fait des stops pas trop longs. Et en vérité, j'aurais pas cru, mais en fait, il y a de la polyvalence dans cette voiture. Voilà, merci de m'avoir suivi dans ce petit trajet. Maintenant, on retourne avec Alex sur l'autoroute en Gironde. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça s'est passé vu que ça s'est pas passé encore à l'instant T, mais ça devait être cool. Mais je pense que le planificateur est ultra optimiste, un peu comme une Volkswagen encore une fois. Bon, on va voir si le régulateur de vitesse de cette voiture est bien et qu'il accélère quand on double, parce que ça on aime bien. Comme ça on n'est pas obligé d'appuyer sur l'accélérateur quand on fait un dépassement sur l'autoroute. Ah, j'arrive derrière un camion, je vais pouvoir faire le test. Donc là, j'attends qu'il ralentisse bien. Là, je suis à 120. À 100, je change de voie. Allez, 100, je change de voie. Elle accélère pas, elle accélère pas. Ouais, elle commence à accélérer vraiment dans la voie. Et l'accélération, elle est, ouais, c'est correct. Franchement, j'aurais peut-être accéléré un poil plus, mais voilà, là, je suis à 130, donc c'est quand même très très bien. C'est juste qu'elle pourrait accélérer plus tôt,
Nous, ce qu'on aime, c'est qu'elle accélère dès qu'on met le clignotant. Là, elle, pour le coup, elle accélère que dans la voie, donc c'est plus ce moment-là où il y a une latence avant que ça accélère. Par contre, après l'accélération est correcte. Bon, bah, je pense qu'on a vu ce qu'il fallait voir sur l'autoroute. Je te propose qu'on se retrouve à la fin de l'autoroute. Bon, on arrive à la fin du trajet d'autoroute. Il est juste 10h20, hein. Donc quoi, on part vraiment tôt hein, pour faire ces tests. Et il fait 26 degrés. Donc on est tout juste. Bon, la conso, moi, elle a baissé un peu sur le retour. Le problème, c'est qu'on n'a pas roulé très vite, là. Ça a un peu chargé. Là, par exemple, on est à 110. Là, on est sur la route d'Arcachon. Donc là, les gens qui vont à la plage, ils commencent à y aller. Bon, allez, on arrive, on va sortir. On va avoir les chiffres de conso définitifs dans quelques minutes dans cette vidéo. Bon, allez. On arrive. C'est vrai que la régène, elle est vraiment un peu forte quand tu lâches là. Ta petite Puma, elle a intérêt à avoir consommé pas beaucoup parce que là, je suis extrêmement bas, je te le dis. Ah, bah là, j'ai gagné 1 kWh en sortant là. Ah, c'est nul ce truc, mais bordel. Allez, hop. Allez, petite photo, de toute façon j'ai le temps, je pense que là elle va pas rebouger. Bon allez, et je remets à 0, comme ça tu sauras même pas si tu montes dedans. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Voilà, 99 kWh au 100. Bon allez, bah justement, il en a parlé dans le dernier rond-point à la fin de l'autoroute, il trouvait que la régène était trop forte mais surtout pas agréable. Donc on va mesurer la régène. Allez, c'est parti. Je vous explique ça dans quelques secondes. Et pour la 50e fois, alors je pourrais passer un dimanche au soleil, en famille, ou même dormir. Il est 10h du matin. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je suis dans une zone industrielle avec Alex habillé en orange dans une voiture jaune, ce qui est déjà un crime dans certains pays, je pense. Et on va mesurer la distance de régène de la Ford Puma Gen E. Comment ça se passe? Alex, il se met au régulateur de vitesse à 80 km/h sur cette route de campagne. Quand il passe devant moi, il coupe le régulateur. Et vu qu'il est en one pédale, il se laisse rouler jusqu'à l'arrêt. Et on mesure la distance parcourue jusqu'à l'arrêt. Ça donne un chiffre au freinage régénératif. C'est plutôt cool. Nous, on estime qu'au-dessus de 150, ça régène pas assez. Et en dessous de 120, ça régène un peu trop. C'est pas agréable. Ah putain, on n'a pas fait de pronostic. Ouais, je mets le régulateur à 80. Allez, vas-y, mets-toi à 80. Hop. Et arrivé au niveau de JC, coupe le régulateur. Donc je suis à 80, c'est bon. Hop. Oh, allez. Waouh, ça a mis du temps à s'allumer les feux arrière, donc ça veut dire qu'elle n'a pas freiné tout de suite. Ouais, c'est pas si court que ça. Hein. On laisse régène, on voit bien la barre de régène qui se remplit à fond. Alors, je sais pas si on la voit ici, mais voilà, elle se remplit bien à fond. Là, elle réduit, elle réduit, elle réduit. Et je suis à l'arrêt complet. C'est SOS là, j'ai peut-être pas appuyé sur SOS, c'est la warning. 138. Ah putain, on n'a pas fait de prono. Moi j'aurais dit, sincèrement, j'aurais dit 120. Bon bah c'est pas si fort que ça en vrai, c'est trop bizarre. C'est vrai qu'on n'a pas fait de pronostic, mais... Combien tu dis en prono? Allez, 115. Moi je mettrais 138, tu vois, en pronostic. Ah putain. Ah bah c'était 138. Ah c'est fou. Ce serait bien que tu vides tes cartes SD quand même. Elle est pleine celle-là? Ouais. Bon allez, on va mettre cette voiture à charger, c'est parti. Bon allez, hop. Et le voilà. La trappe elle est à l'arrière gauche hein. Je te dirai rien. Hop. Bon vas-y. Tac. Alors est-ce que tu peux aller dans menu? Tu vas dans fonction, recharge, c'est en bas au milieu là. Et là tu mets à 100%, enregistrer le réglage. C'est déjà le cas? Non, maintenant il y a marqué défini sur 100%, sinon c'est 90. Non. Si. C'est comme la 0? C'est-à-dire que tout le temps t'as 90, ouais. sauf si tu demandes une étendue une fois de temps en temps. Ouais. Alors qu'il y a un buffer de 10 kWh. Ouais. Ah ça c'est très chiant. Voilà, ça c'est si on veut recharger à 100%, il faut le dire à chaque fois. Ça c'est naze. Bon, on fait rapidement le tour de cette voiture. Là c'est vraiment le Dawa parce qu'il y a un camion qui est garé à l'endroit où on tourne d'habitude. Pourtant il y a marqué interdit sauf véhicule électrique. Hein. Ouais, mais non. Alors, que dire de cette voiture? Bah déjà elle a un super logo devant, j'aime bien. Ouais, mais ça c'est pas de série. On attaque, on va regarder s'il y a un frein déjà. Donc, ouverture à l'ancienne, ici, au niveau... C'est pas deux fois chez Ford? Non, c'est une seule fois. J'ai tiré 2 fois parce que maintenant j'ai l'habitude. Voilà. Il n'y a pas de vérin. Il n'y a pas de vérin. Par contre, avoir un frein qui n'est pas de vérin, je trouve que c'est pas concevable. Ouais, c'est vrai ça. Là, pour prendre ton câble, en fait, au lieu d'ouvrir, mettre accrocher, la tige, faire ouvrir ça, le truc, machin. prendre le câble, nana, enlever la tige. Alors que pourtant, je trouve que le frunk, là c'est vraiment un frunk à câble. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, il est profond, pas large. Donc c'est parfait pour un câble. Je trouve que c'est bien conçu quand même. Et par contre, avoir ça, c'est pas possible quoi. Là, ici, il y a un petit rangement pour mettre vraiment je sais pas quoi. Mais du coup, ça allonge le frunk par derrière là-bas. On va le laisser ouvert vu qu'on va prendre le câble tout à l'heure. On va regarder le coffre parce que le coffre quand même, c'est le truc un peu incroyable de cette voiture. Tout le monde l'a déjà vu, hein. On arrive en dernier là-dessus. Donc déjà, il y a passage de pied.
ça marche. Premier coup, c'est pas mal. Non, j'ai beaucoup cherché. J'ai longtemps cru qu'il n'y avait pas et un jour j'ai trouvé. Donc là, il y a un coffre qui est super bas, mais il y a un plancher qu'on peut déplacer. Donc là, il suffit. On voit ici que là, ça. Ouais, là, il y a des crochets. Si voilà, quand on recule un peu, les crochets sortent et hop, on peut placer le plancher haut. Et là, du coup, là, il y a une sacrée profondeur. Et le sous-coffre, il est énorme. Immense. Et il y a une bombe de fond ici, donc on peut nettoyer au jet d'eau. On peut mettre genre. Parce que là, si on retire ça, même si par exemple, voilà, on a vraiment un truc, on veut laisser ça à la maison. Je pense qu'on peut mettre 2 valises cabines dedans. Ah oui, là, c'est. Il y a marqué max 100 kg. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite trappe qui donne accès à pas mal de petits trucs. J'ai ouvert pour regarder. Il y a un truc de gonflage caché dedans. Et il y a la tirette de la trappe mécanique au cas où il y a un problème électrique ou quoi. On a une tirette de sécurité qui permettrait de pouvoir débrancher la prise si jamais vous deviez rester bloqué, ce qui arrive quand même de plus en plus rarement aujourd'hui maintenant. Je peux remettre ça là, c'est bon, je me balade avec ça maintenant. Non, maintenant tu le tiens jusqu'à la fin, à la conclusion. Voilà, tu vas le tenir jusqu'à la conclusion. C'est vraiment une idée de merde. Hein. Ouais, allez, c'est parti. Et pourquoi je m'exécute moi? Oh, sympa, je trouve que la plage arrière soit embarquée dans le coffre. Oui, mais regarde, touche la plage arrière. Oui, mais c'est une plage arrière en tente quechua. Oui. Et en fait, le problème, c'est que quand tu roules fenêtre ouverte à 90, derrière ça fait. Ah non, non, alors je valide pas. Voilà, c'est un peu dommage. Mais il faudrait qu'elle soit bien maintenue du coup. On passe à la recharge? Allez, on dit une main prise. Hein. Je vais changer de main. Attends, je t'amène le câble. Ou tu sais quoi, tu peux me filmer de l'autre main. Bon, la trappe est ici, à l'arrière gauche, comme chez Tesla. Ça, c'est cool. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais disons que ça donne un petit avantage sur les superchargeurs Tesla, quoi. Donc, ici, on a le T2. Ici, on a le petit cache du combo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fermer la porte sans refermer le cache. À la trappe. Et il y a un bouton pour déverrouiller le câble. Et c'est intéressant parce qu'on a remarqué que sur les superchargeurs, elle déverrouillait pas forcément le câble en fin de charge. Après, c'est peut-être un réglage qu'on n'a pas vu parce que je sais qu'il y a des voitures qui par défaut ne déverrouillent pas en fin de charge. Ouais. Bon, bah en tout cas, il y a un bouton et ça, c'est vraiment très très pratique et il fonctionne en plus. Testé et approuvé. Allez, on branche ici sur la voiture. Bonjour. Et c'est branché. Et c'est branché. Comment on peut avoir une borne comme ça chez soi, JC? Mais tu voudrais avoir ça chez toi? Bah ouais. Eh bien, il suffit d'aller sur la chaîne ev.fr, rubrique pose de borne. Je sais pas pourquoi j'ai augmenté le volume comme ça. Il y a un formulaire. Vous remplissez le formulaire et nous, on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 artisans. Ça peut être un artisan, ça peut être 2, ça peut être 3. Ces artisans, ils vont vous contacter, prendre rendez-vous, visiter votre chantier, vous demander des photos, etc. Et donc, vous envoyez ensuite des devis. Et donc, vous allez recevoir jusqu'à 3 devis comparatifs qui vont vous permettre de comparer les produits, les services, les prix, etc. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir, pour être sûr de payer le prix le plus juste. C'est gratuit, c'est sans engagement, c'est-à-dire que tous les devis que vous recevez, bah, vous n'êtes pas obligé de signer, vous êtes libre de votre choix. Il y a déjà 4000 personnes qui ont demandé des devis via la chaîne EV, donc n'hésitez pas. La chaîne ev.fr, rubrique pose de borne. Maintenant, on passe au conso. Oui, je garde. On y va, on passe au conso là, vas-y. Je tiens mon défi. Bon, eh bien, nous voici au conso. Alex, t'as ta plage arrière, donc tout va bien. Je tiens le défi jusqu'au bout. Bon, moi, sur la route. Ville. Oui, la route sur la ville. La route en ville. On a roulé sur une route en ville quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas un chemin. Mais attaquons quand même en ville, c'est mieux. Donc en ville, la Ioniq 28, elle a fait 9,2. Donc la conso s'affiche du coup en bas. D'ici peu, la tienne aussi. Et l'écart. Combien Est-ce qu'elle a fait 9? Est-ce qu'elle a fait 8? Je dis 8. 10. Voilà. Bon bah voilà, il n'y a pas de débat alors. Mais ça se trouve, elle a fait... Combien t'as dit 9,2? Ouais. Ça se trouve, elle a fait 9,5. Oui, mais elle n'a pas battu la Ioniq 28. Non. Est-ce que c'est les jantes? Est-ce qu'avec des petites jantes... Non mais après, 10 c'est quand même très bien. Oui, mais on voulait... Ouais. On passe à la route. Sur la route, on a fait 25 km pile. En gros, 65 km de moyenne. Peut-être un peu moins cette fois-ci parce qu'il y avait du monde quand même sur la route. On est au mois d'août sur le bassin d'Arcachon. Mais on a roulé quand même. Et combien t'as consommé? Alors la Ioniq 28, elle a fait 9,7. Eh ben, 11. Ah oui, c'est pas mal quand même. C'est bien, mais c'est pas la super efficience de l'année. Après, elle a peut-être 2 pouces de trop. Elle a peut-être 1 ou 2 pouces de trop au niveau des viandes. Bon, maintenant on change de place. Mais tu gardes ta planche. Alors maintenant, on passe à l'autoroute. L'autoroute, on a fait donc 87,5 km, 118 km de moyenne. Ah, mais je pensais qu'on était un peu lent, mais en fait, on en a bu accélérer sur la fin. Ça va. Et la Ioniq 28, là, elle a fait un gros score. 14,6. Ah ouais, non bah là on n'est pas du tout dans une compétition. Hein. Parce que là, ça a baissé au fur et à mesure. Au plus haut je suis monté à 23 et à la fin j'étais à 20. Donc 20 kWh au 100. Donc on sait pas si c'est 19,5, c'est 20,25, 20,5. Voilà. 20,9, on sait pas. Voilà. Bon bah tant pis. Et ben maintenant on va compiler tout ça. On va le passer dans notre moulinette qui va calculer les écarts à la recharge, les écarts en pourcentage entre la voiture pour la mettre vraiment dans le classement et du coup qu'elle soit normalisée par rapport à toutes les autres voitures. Et on va voir où elle se place. Et du coup il y a des tableaux. Et on vous explique tout. Allez.
Allez, c'est parti pour les chiffres. Alors, comment ça se passe? D'abord, on calcule les consos moyennes de la Ioniq 28 depuis le tout début du Ioniq 28 Challenge, c'est-à-dire 48 essais plus celui d'aujourd'hui. Les consos s'affichent à l'écran. Et on applique à ces consos les écarts obtenus par la Puma Gen i sur l'essai d'aujourd'hui, soit 9% en ville, 13% sur route et 37% sur autoroute. Et ça fait les consos suivantes. 10,1 en ville, 11,4 sur route et 22,4 sur autoroute, pour une consommation mixte de 14,7 kWh au 100. Et ces consos croisés à la taille officielle de la batterie, ça fait les autonomies suivantes: 432 km en ville, 382 km sur route, 195 km sur autoroute de 100 à 0%, mais 136 km sur autoroute entre 90%, c'est-à-dire entre deux bornes. L'autonomie mixte est de 297 km pour un WLTP à 361. Le tableau de bord de la voiture nous indique avoir consommé 30,37 kWh au 100. Alors attention, c'est pas précis, on rappelle que la conso affichée au tableau de bord, elle est arrondie à l'entier. On a branché la voiture pour la recharger jusqu'à 100% et la borne nous dit avoir renvoyé dans la voiture 33,45 kWh. Ce qui fait un écart à la recharge de 10,1%, ce qui est très bon. Si on applique cet écart à la recharge avec la conso mixte calculée précédemment, ça la fait passer de 14,7 à 16,2 kWh au 100 et c'est ça qui compte pour le classement. Et d'ailleurs, au niveau du classement, la Puma Gen i, elle termine 11e sur 49, ce qui est plutôt cool quand même. Et le classement, la voici, elle se place entre la Tesla Model 3 SR+, et la Hyundai Inster Long Range. Avec l'autonomie d'autoroute qu'on a calculée et sa vitesse de charge, on peut faire une simulation sur le temps qu'elle mettrait à parcourir 1000 km. Et bien elle mettrait 11h37 avec 7 recharges. Et elle se place en 41e position. Ça, c'est pas terrible. Remarquez qu'elle se place derrière la Ioniq 28. Passons maintenant à la vitesse de recharge. En croisant sa consommation d'autoroute et son temps pour faire un 1080, on peut calculer une vitesse de charge en km/h. Et pour la Puma Gen i, ça donne 355 km/h et ça la place en 32e position, juste derrière la Renault 4. Maintenant, passons au coût des recharges. À la maison, avec un tarif de 20 centimes le kWh, une Puma Gen i vous coûtera 3,20 € les 100 km. Et sur autoroute, avec un prix au kWh de 59 centimes d'euros, une Puma Gen i vous coûtera 13,20 € les 100 km. Et ouais, elle consomme sur autoroute cette petite. Et enfin, au niveau du freinage régénératif, avec ses 138 mètres, la Puma Gen i se classe en 18e position. Mais on a remarqué que quand on coupe le régulateur, le freinage régénératif met du temps à se mettre en marche. Et en ressenti, on est plus proche des 120 mètres que des 138 mètres. Bref, ça régène très fort la Puma Gen i. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces tableaux et tous ces classements sur notre site lachaînev.fr. Et à chaque nouveau essai, le tableau réactualisé. Du coup, c'est utile d'y aller. En plus, vous pourrez admirer mon somptueux design, qui n'a pas changé depuis 4 ans et qui est vraiment dégueulasse, on peut le dire. Allez, on continue. Bon, et bien je voilà. peux poser ça maintenant, là Non, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Juste un petit mot pour dire que j'affiche en bas de l'écran la consommation globale que j'ai eue sur le trajet pour la ramener, qui est composée d'un peu de national et un peu d'autoroute. Voilà, ça vous donne un petit chiffre. En roulant à 130, hein. En roulant à 130. On roule pas à 110, hein. À fond tout le temps, enfin à fond des limites. Et voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite Ford Puma. Moi, je trouve que c'est une très bonne bagnole, c'est très cool à utiliser. Au niveau tarifaire... Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est le niveau tarif que je trouve qu'elle mériterait d'être à 5 ou 10 000 de moins, quoi. On a quand même une voiture qui est en 43 kWh à 39 000 €. Ça pique un peu. Pour le même prix, on a une Renault 4 haut de gamme avec 52 kWh. On a une Tesla Model 3. Après, c'est pas le même gabarit, ça peut gêner certains. Après, c'est une voiture qui a par contre l'avantage de se mêler facilement à la circulation, dans le sens où elle passe inaperçue, si on peut dire. C'est une voiture de... Ouais, vous avez l'habitude d'en croiser déjà en thermique, il y a juste la face avant qui est pleine, mais à part ça, ouais, ça dénature pas. Non, je sais pas comment finir cette phrase. Voilà, on la termine comme ça. Voilà. Ouais, du coup, salut pour une autre vidéo. À la bise. Allez, on se retrouve. Ouais, c'est ça. Même pour ça, tu baragouines. Putain, mais je suis fatigué là. Laisse tomber. Allez!